Voici quelques mois que nous travaillons pour le compte de Marcel Bouilloux-Lafont, notre nouveau patron depuis le rachat de la ligne en avril 1927. Excepté le nom de Compagnie Générale Aéropostale qui se dessine sur le fuselage des zincs, la nouvelle direction ne change guère nos habitudes de pilote. Mais la ligne, elle, prend de l'ampleur. Avec l'aide de polytechniciens, les infrastructures se développent à grande vitesse. Balisage électrique des terrains, développement de la TSF, réseau de renseignement météorologique. Le projet est imposant, à l'image de Rio où nous avons débarqué, et qui abrite dans le même foisonnement buildings et restes d'une architecture coloniale. Ici, les nombreux appuis de Marcel Bouilloux-Lafont jouent pour nous. Après l'ouverture de la ligne Buenos Aires-Natal, rendue possible grâce au formidable travail de défrichage de Paul Vachet, l'Aéropostale signe de nouveaux contrats avec l'Uruguay et le Chili. Et enfin, le 1er mars 1928, nous effectuons la première liaison postale entre la France et l'Amérique du Sud. Pour l'heure, la traversée de l'Atlantique se fait toujours par bateau. Des avisos loués à la marine qui relient Dakar à Natal, au Brésil, en 4 jours et demi. Nommé chef pilote, Jean Mermoz rejoint Rio à son tour et prend la suite des premiers défricheurs. Paul Vachet, Victor Ham, Pierre Delay et Henri Rosès. Sous la direction de Julien Pranville, le patron du réseau sud-américain, Mermoz sillonne les airs à la recherche de nouvelles voies. Atterrissage en pleine forêt tropicale, improvisation d'une piste parmi les bambous, l'aventure est à la hauteur de ses rêves. Suivant sa suggestion, Pranville instaure le vol de nuit entre Rio et Buenos Aires, afin de rattraper les retards. Un vrai défi, car le balisage lumineux n'est pas en place, et malgré le formidable travail d'Édouard Serre, chef du service radio, tous les aéroplaces ne sont pas encore équipés de TSF. Depuis l'accord du gouvernement chilien, notre objectif est désormais de rallier Santiago, et ainsi de prolonger la ligne jusqu'au Pacifique. La gageure est de taille. Santiago se trouve de l'autre côté de la chaîne de montagnes la plus dangereuse que nous ayons eu à affronter, la cordillère des Andes. Leur retour restera longtemps dans les mémoires. À la recherche d'un passage par la route nord, l'équipage se lance à l'assaut des cols. Le plus accessible culmine à 4500 mètres, quand le Laté 25 de nos camarades atteint péniblement les 4200 mètres. Là, pris dans des courants descendants, ils finissent par s'abîmer sur une étroite plateforme rocheuse. Pendant 2 jours et 2 nuits, nous guettons leur retour. Sans TSF à bord, il leur est impossible de nous joindre. Bientôt, ils nous content leur folle aventure. Les heures à attendre dans un froid glacial. L'ingéniosité déployée par Colneau pour rafistoler le Laté avec quelques bouts de tissu, de cuir ou de fer, jusqu'au décollage de la dernière chance qui les ramène en plaine. Au Chili, en Argentine et au Brésil, Mermoz et Colneau entrent dans l'histoire. Nous tirons vite les leçons de leur chance insolente. Seul un Potez 25, capable de monter à 7000 mètres d'altitude, peut assurer la traversée des Andes. C'est donc à son bord qu'en juillet 1929, Mermoz inaugure la liaison Argentine-Chili. À ses côtés, Henri Guillaumet, à qui le chef pilote passe fièrement le flambeau. Mermoz défriche, Guillaumet laboure, dit-on déjà.